est-ce que ceux que l'on qualifie des psychopathes sont tous des tueurs en série? Nous avons vraiment la grande chance de recevoir un expert sur le sujet. Je vais d'abord demander à Sébastien Boller, qui est rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho, de bien vouloir me rejoindre. Et donc, il va échanger avec Thierry Pham Hoang, qui est psychologue clinicien de formation, qui est professeur de psychologie légale à Mons en Belgique, directeur du centre de recherche en défense sociale à Tournai. Il a coédité de nombreux ouvrages, j'en cite un, Psychopathologie, théorie et recherche, ou encore Traité de l'agression sexuelle. Ces ouvrages sont bien évidemment disponibles auprès de notre libraire et je pense que donc monsieur Thierry Pham Hoang acceptera bien évidemment de vous les dédicacer. Sébastien, je vous passe la parole pour cet échange de nouveau très passionnant. Oh, voilà, j'ai du son. Thierry Pham, bonsoir. Bonsoir. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans l'intitulé de votre fonction, c'est que vous êtes professeur de psychopathologie légale, donc essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens qui ont commis des crimes, et directeur du centre de recherche en défense sociale, je ne connaissais pas ce terme. Ça veut dire, en fait, c'est des centres d'internement où vous avez des personnes qui souffrent de pathologies mentales et qui sont internées parce qu'elles représentent un danger pour la société et qu'elles ont commis des crimes, et que là, vous pouvez étudier ce qui se passe dans leur tête et dans leur psychologie. Alors, le mot-clé, il a été lâché, c'est, vous avez dit assassin, pervers. Oui, terrible, ouais, psychopathe. Psychopathe. Là, on entre vraiment dans le terrain de chasse de Hannibal Lecter. Ça, c'est la version hollywoodienne du psychopathe. Et puis, il y a la vraie version, c'est celle de Michel Fourniret, c'est celle de Nordal Lelandais. On va vraiment parler de ce qui se passe au niveau de nos neurones quand on se transforme on peut dire en monstre, manipulateur, cruel, tout ce qu'on voudra. Alors moi j'ai envie de vous poser déjà une question pour bien comprendre de quoi on parle. Aujourd'hui, quand on parle de ces violeurs, de ces tueurs, on emploie parfois le terme psychopathe, parfois le terme sociopathe, et puis parfois il y a aussi le terme de pervers narcissique pour les gens dans l'entreprise qui manipulent les autres. Et qu'est-ce que c'est exactement tous ces termes? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que c'est qu'un psychopathe, premièrement? Alors, il y a beaucoup d'appellations et de qualificatifs différents pour dire des choses qui sont potentiellement différentes aussi. Je pense que lorsqu'on fait la différence, lorsqu'on parle des assassins, d'abord les gens qui tuent, il y a beaucoup de raisons différentes. Et enfin, les profils des assassins, c'est déjà très différent. Donc le profil de ce qu'on appelle les pervers, comme c'est un terme qui est peu défini, eh bien c'est difficile de s'y retrouver, selon qu'on considère que les caractéristiques soient liées au comportement sexuel ou pas sexuel. Le terme de pervers est un terme qui est peu encouragé et utilisé au sein de la littérature scientifique et qui peut utiliser dans le sein des milieux qui font l'évaluation psycholégale, dans le sens de fait qu'il renvoie à une terminologie qui est un peu trop approximative. Je crois quand même qu'il est quand même utile de signaler qu'au fond, les individus que l'on appellerait pervers, si on entend que dans la perversion, il y a la question de le manque d'empathie, de la manipulation des autres, de la jouissance à faire souffrir, c'est quand même assez congruent avec... ça présente une intersection, en tout cas, avec le concept de psychopathe. Ouais, vous étudiez notamment les populations carcérales, et vous me disiez qu'en population carcérale, il y a 60% de ce qu'on appelle les sociopathes. Oui. Alors eux, c'est quoi les sociopathes? Les sociopathes, on pourrait dire, bon, c'est une terminologie qui existait dans les années 70. Ce sont des gens qui ont des tendances à commettre des comportements antisociaux, qui les répètent, qui sont irresponsables, qui sont impulsifs, qui commettent des transgressions. Donc ça, à la grosse louche, ça fait 70% de la population carcérale. Quand même. Et les individus hautement psychopathiques, c'est une petite partie de ces gens-là. Ça constitue à peu près, d'après nos estimations, 8% de la population carcérale. Donc ça veut dire qu'ils sont sociopathes parce qu'ils font des choses pas bien, mais Oui. qu'en plus, ils sont psychopathes parce qu'ils ont un fonctionnement mental différent. On peut le décrire, ce fonctionnement mental. Oui, et donc on pourrait dire, voilà, les psychopathes sont une sous-catégorie, si vous voulez, des individus dits sociopathes. Ce qu'ils ont en plus, c'est les tendances narcissiques, c'est-à-dire la surestimation de soi, le manque d'empathie vis-à-vis des autres, la tendance à mentir et manipuler, la question de la supériorité, de la séduction interpersonnelle. Ça, c'est des caractéristiques qui vont s'ajouter en plus
des caractéristiques sociopathiques. Ils aiment bien séduire. Ceux qui vont vous planter un couteau dans le dos, ils sont séducteurs en même temps. Alors, on peut planter un couteau dans le dos avec séduction, sans séduction. En tout cas, c'est pas séduisant comme comportement. C'est le comportement séducteur peut être à l'origine. Donc, toute une série de motifs potentiels de passage à l'acte. Oui. Et alors, vous me dites aussi que tous les psychopathes ne sont pas des tueurs. Oui, ça c'est une distinction qui est importante parce qu'on croit souvent, on fait un amalgame souvent entre les assassins et les psychopathes, les assassins et les violeurs et les psychopathes. Ces amalgames-là sont bien évidemment utiles, mais ils sont très approximatifs. Il faut quand même savoir que la corrélation générale entre le tendance psychopathique, les scores de psychopathie et le meurtre ne sont pas nécessairement une corrélation élevée. Pour la simple et bonne raison que la grande majorité des meurtres qui sont commis sont des meurtres de type intrafamiliaux, voire éventuellement conjugaux, et ces homicides-là sont des homicides qui sont terriblement connectés d'affectivité. Ouais. Oui, alors les tueurs en série, eux là-dedans, ils sont où? Ils sont dans les psychopathes, mais c'est un sous-ensemble ou... Oui, alors donc les tueurs en série seraient donc un sous-ensemble des assassins, bien sûr. Et parmi les tueurs en série, on estime qu'il y a une grande majorité d'entre eux, probablement, qui présenteraient à la fois clairement des tendances antisociales et des tendances narcissiques particulières. Et ils ont du plaisir aussi. Oui, c'est les tueurs en série, ils ont en plus, donc ils cumulent le diagnostic de personnalité narcissique, de personnalité antisociale et certainement de tendances sadiques. Sadique, d'accord. Oui. Oui. Et donc ça, c'est une toute petite partie de la population. Donc ça, il y a un sous-groupe dont nous avons les antisociaux qui est la plus grande classe, les psychopathes du plus petite classe et les tueurs en série sadiques seraient un sous-ensemble de ces sous-ensembles-là. Et on peut les repérer. Alors vous avez dit, il y a des scores. C'est quoi les scores alors? Comment on fait? Les scores, donc, on a des mesures opérationnelles pour éviter donc ces amalgames et ce qui est en tout cas utilisé le plus aujourd'hui, c'est une classification telle que celle-ci, un ensemble de 20 critères qui se décomposent à 4 facettes principales de fonctionnement personnalité. Plus l'individu sera haut sur l'échelle, plus on pourra dire, en tout cas, qu'il a des tendances avérées donc, sur le plan psychopathique. Et donc, il est nécessaire d'appliquer et d'évaluer ces gens selon des scores, parce que si on n'applique pas des scores, on fait de l'évaluation à l'emporte-pièce, c'est-à-dire on pourrait faire croire aux gens que le fait d'être manipulateur et d'être menteur suffirait à avoir des tendances psychopathiques, ce dont je suis sûr que la majorité de l'auditoire serait pas tout présent. Donc c'est sûr qu'il est intéressant d'avoir des applications plus rigoureuses et de réserver le diagnostic de haute psychopathie à des gens qui ont des scores extrêmement élevés sur l'ensemble de ces facettes. Et donc la classification internationale actuellement recommande que la majorité des symptômes doivent être présents chez l'individu psychopathique, et s'ils ne sont pas présents, on devrait employer un autre qualificatif que celui-là. D'accord, donc il y a un seuil à partir duquel on commence... Alors ici, on a une échelle qui est probablement celle qui est la plus utilisée dans le monde aujourd'hui, en ce compris en Europe francophone. C'est une échelle où tous les critères s'évaluent sur un item qui va une échelle qui va de 0 à 2, selon le degré d'application de cet item-là sur la personne, et le score minimal recommandé pour parler de haute psychopathie, c'est 30 sur 40. D'accord. Et la moyenne de la population, là, on serait à combien, nous, à peu près, ici? Alors, ça, je ne sais pas, il faut que j'observe les gens plus longtemps. Mais on peut estimer que, les études d'estimation, l'échelle n'a pas été faite pour évaluer les gens en population générale, d'une part, mais il y a quand même des hypothèses. Les hypothèses les plus vraisemblables positionnent le fait que dans société générale, nous pourrions avoir 3% de gens qui ont une personnalité antisociale, peut-être un peu moins d'1% de gens qui auraient des tendances et narcissiques et antisociales, c'est-à-dire psychopathiques. Mais ils ne sont pas tous en prison, ceux-là? Alors, ils ne sont pas tous en prison, donc il y en a peut-être dans la salle. Parce que 0,5% dans la salle, ça nous fait 3-4 personnes. Je ne sais pas combien ils sont, 400, 500. Est-ce qu'on peut être un psychopathe et passer inaperçu, avoir une vie... voilà, passer inaperçu, c'est peu probable, parce que l'ensemble de la symptomatologie est plutôt un ensemble extraverti. C'est un trouble qui extériorise les tendances. C'est des gens qui ont une tendance à démontrer des liens interpersonnels dont ils sont extrêmement visibles, dont ils sont plus facilement détectables. Maintenant, il est vrai aussi que les différents composants, notamment la facette 1, qui est liée à la tendance à la manipulation, et la facette 2, qui est liée au déficit émotionnel, est peut-être moins directement identifiable que le fait de commettre des délits
d'entrer en hurlant dans l'auditoire ou de commettre des passages à l'acte sur l'intervieweur, par exemple. Oui, être froid émotionnellement et manipulateur, ça peut être un avantage dans certains milieux, non? Enfin, alors oui, ouais. c'est certainement, enfin ça peut certainement être un avantage. Je sais pas, en politique, ça a des effets, oui. Oui. Oui, ça a des effets, enfin ça a des effets positifs, positifs en tout cas pour la personne qui présente cette symptomatologie, parce que quand on est froid émotionnellement, on ne souffre pas à la place des autres, et c'est avantageux de ne pas trop souffrir à la place des autres. C'est plutôt avantageux de faire souffrir les autres, de ne pas souffrir soi-même. C'est une des raisons pour lesquelles ces gens sont peu motivés à se faire soigner. Ouais. Et je pose la question parce qu'à la fois, on entend souvent dans les conversations au milieu professionnel, il y a toujours quelqu'un qui dit oui, mon patron est un pervers narcissique, ou même parfois mon conjoint est un psychopathe. Et puis il y a aussi ces études, mais je ne sais pas ce qu'elles valent, qui disaient que par exemple vous aviez à la bourse de Wall Street presque 10% de psychopathes parmi les traders parce qu'ils n'ont pas d'émotion, ils manipulent. Hein. Et alors je pose la question parce que voilà, comment est-ce qu'on peut finalement avoir la puce à l'oreille, se dire bah ouais. Mon patron là il manipule tout le monde, il ment, il est en train de couler la boîte, il est froid, il est passé par plusieurs boîtes qu'il a systématiquement coulé, il a l'appât du gain, il est extraverti. Est-ce que ça suffit pour dire à un moment bah oui c'est un peu... Non, donc la réponse serait que non, bien sûr ça suffit pas, et que dans ce type de diagnostic, comme en général en psychopathologie légale, on recommande très fort l'importance de faire la différence entre un diagnostic complet et un diagnostic partiel. De nouveau aussi, on prend en considération la tendance au mensonge. Nous savons qu'en majorité, les gens mentent tous les jours, à plusieurs reprises, même auprès de leurs proches. Cette tendance au mensonge qui existe chez tout un chacun ne suffit évidemment pas à poser un diagnostic aussi catégoriel et quand même gravissime tel que celui-ci. Alors ce qui s'observe quand même souvent en société, peut-être qu'il est plus facilement identifiable, c'est évidemment ce dont on parle plus aujourd'hui, c'est probablement la facette en tout cas des gens qui présenteraient peut-être les profils manipulateurs. Aujourd'hui on parle beaucoup plus de la délinquance à col blanc, on parle beaucoup de la délinquance politico-financière, et il est probable, il est même certain que ces gens qui ont cette tendance-là sont des gens qui ont à la fois des caractéristiques narcissiques, mais ils sont moins enclins à commettre des actes de violence impulsive ou à des actes de vol, par exemple, avec violence, comme le braquage ou le carjacking, par exemple. Donc cette violence-là, interpersonnelle, est probablement celle dont on parle le plus en société, c'est-à-dire celle qui implique les tendances de manipulation, les tendances de mensonge, les tendances de séduction et les tendances relatives au manque d'empathie, à la cruauté et à la superficialité émotionnelle. Donc je pense qu'il est quand même intéressant, il est possible qu'au sein de la société et dans les milieux où en tout cas la question du pouvoir et la question de la dominance sont les monnaies courantes du Parti du travail, il soit possible en tout cas d'identifier ces profils que l'on pourra appeler les profils manipulateurs ou les profils de manipulation qui représenteraient en tout cas un sous-ensemble de ces caractéristiques. Mais de nouveau, je pense que ces gens qui seraient classifiés ainsi de narcissiques n'auraient pas nécessairement des scores élevés. Je dirais si on devrait l'évaluer de manière objective sur l'ensemble des critères. Alors Thierry Famois, on est là aussi pour parler de neurones, de cerveau, et c'est bien que ce sujet soit évoqué aujourd'hui parce que les neurosciences commencent à s'intéresser au cerveau des psychopathes, et je crois qu'il y a quand même des premiers résultats qui arrivent et peut-être qu'ils n'ont pas un cerveau vraiment comme les autres. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui là-dessus ? Alors, avec l'arrivée des neurosciences fonctionnelles et de la neuroimagerie, il est possible en tout cas d'objectiver un peu le fonctionnement cérébral de ces gens par rapport à leur résonance subjective et comportementale. Qu'est-ce que ça veut dire, leur résonance subjective et comportementale ? C'est-à-dire dans le sens que un des fonctionnements dominants que l'on identifie chez eux, c'est le fait que ces gens n'éprouvent pas la peur, par exemple. Que les gens n'éprouvent pas ou très peu d'anxiété, qui ne sont pas enclins à développer des stress post-traumatiques. Oui. Et que, dans une certaine mesure, en tout cas ça a été le résultat d'un certain nombre de nos recherches, on peut considérer que finalement, le diagnostic de psychopathie, c'est un facteur protecteur contre le stress traumatique. D'accord. Dans le sens que ces gens ne sont pas, en tout cas,
peuvent vivre des événements adverses et négatifs dans leur vie, mais ils ne vont pas développer la symptomatologie habituelle qu'on observe dans le stress traumatique, c'est-à-dire le bouleversement émotionnel, la dépressivité, la tendance suicidaire, la réviviscence, etc. Et donc, dans cette perspective-là, au niveau neurocérébral, on peut se dire, au fond, il y a quand même des zones du cerveau, et notamment le système limbique, qui, a priori, devraient être moins activées chez eux lorsque l'on leur présente des images à connotation négative, on leur présente des images effrayantes. Si je vous présente des images de cadavres, vous allez avoir des réactivités limbiques, des dysfonctionnements et des activations au niveau des noyaux amygdaliens. Alors le système limbique, on va essayer de le situer. C'est un ensemble de régions cérébrales c'est situé où? C'est où? Bon, donc c'est un ensemble de régions qui sont situées vraiment de manière très sous-corticale, donc tout à fait à l'intérieur, profondément. Profondément à l'intérieur du cerveau. Ce qui a été largement investigué chez les individus psychopathiques pendant longtemps, c'est le cortex donc préfrontal. Comme ces gens sont impulsifs, ils ont un fonctionnement cortical frontal qui est relativement problématique et qui traite mal les informations qui ont des résonances émotionnelles. Ça veut dire qu'en fait, cette partie corticale, elle nous aide à pas réagir de façon immédiate et de façon impulsive. Voilà. Et chez eux, ça marche pas bien. Chez eux, ça marche pas bien parce que, cognitivement parlant, ils sont moins attentifs aux stimulations extérieures. Ils ont moins d'attention sélective. On dira en neuropsychologie qu'ils ont plutôt un déficit des fonctions exécutives. Et donc, étant donné que ces caractéristiques-là sont quand même nécessaires pour pouvoir comprendre l'univers extérieur et rentrer un peu en résonance avec l'univers émotionnel, dans une certaine mesure, les noyaux amygdaliens, en tout cas les structures sous-corticales au niveau du cerveau, sont finalement pas suffisamment stimulées chez eux. D'accord, donc ils ont du mal à entrer en résonance avec les autres. Ils n'ont pas d'empathie, c'est ça? C'est ça, ils ont pas, en tout cas, ils ont moins d'empathie. On dira de manière plus précise que, l'empathie, c'est quand même quelque chose qui a été défini de manière très différente et plurielle, mais disons qu'on pourrait considérer aujourd'hui que nos sujets psychopathiques, ils n'ont pas ou peu d'empathie émotionnelle. C'est-à-dire ils n'ont pas la sympathie émotionnelle vis-à-vis des autres. Ils savent reconnaître les émotions des autres, mais ils ne savent pas la partager et la vivre à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous dites ça comme s'ils étaient venus au monde comme ça? Je ne suis pas sûr qu'ils soient venus au monde comme ça. Ils n'ont pas cette capacité. C'est comme s'il leur manquait quelque chose dans l'équipement neuronal. D'où vient ce déficit? Donc, je crois qu'il est assez raisonnable aujourd'hui de considérer que nos sujets psychopathes, au fond, ils n'ont pas développé cette carence émotionnelle et ce déficit d'empathie à 18 ans. Et que leur équipement épigénétique au départ était probablement un équipement qui était moins câblé sur le plan des résidus et des résolutions émotionnelles, et que l'environnement dans lequel ils ont baigné a peut-être renforcé ces déficits. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a tout un courant de recherche qui vise quand même à étudier de manière plus préventive les caractéristiques principes chez les enfants téméraires, froids émotionnellement, qui commettent des larcins, qui commettent des actes de manipulation. Et on sait aujourd'hui que ces jeunes qui stabilisent leur mode de fonctionnement, on retrouve des traces comportementales et émotionnelles à l'adolescence et se renforcent à l'âge adulte. Et donc, dans une certaine mesure, nous avons un peu une espèce de corrélation entre des fonctionnements comportementaux affectifs précoces et quand même des dysfonctionnements cérébraux qu'on peut déjà identifier, en tout cas chez les individus plus jeunes, et notamment adolescents. Alors, on retrouve l'idée de trajectoire de développement. Ça, comment c'est accepté, ça, au niveau de la société? Je ne sais pas, en Belgique, en France, j'imagine que ce ne serait pas très bien accepté. Il y a eu des propositions à certains moments pour détecter des troubles du comportement dans l'enfance, et ça a été très très mal reçu au niveau de la société. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut diffuser ce message et dire, voilà, on a repéré chez un enfant de 7-8 ans des caractéristiques de comportement qui laissent penser que peut-être il est sur une trajectoire de psychopathe? Comment on traite ça dans la société? Donc, je comprends à la fois que les messages préventifs sont initialement lus avant tout de manière émotionnelle et lus comme des messages répressifs. Je pense que c'est quand même important de souligner d'où l'importance de la nécessité de faire des recherches et de ne pas tomber en tout cas dans le piège de croire que les symptomatologies aussi avérées telles que la psychopathie se soient vraiment développées uniquement
par carence sociétale ou uniquement par le développement des relations toxiques exogènes avec l'environnement familial. L'environnement familial n'explique pas tout. Il explique une partie du fonctionnement de l'individu. Il y a quand même des prédispositions particulières à l'intérieur de chaque trouble de personnalité et que donc il faut quand même être un peu raisonnable et c'est je pense que l'objet du Cénacle ici, de faire quand même les liens entre les différentes disciplines pour avoir une compréhension plus intégrative de l'individu dans sa trajectoire. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on est face à un début de trajectoire de psychopathe? Je pense que ces messages, en tout cas ces recherches sont importantes parce que il est raisonnable aussi de considérer que traiter les gens trop tard, ça ne sert à rien. Traiter les gens trop tard qui ne veulent pas se faire traiter, ça sert encore moins. Et puis l'expérience aussi montrait en recherche que vouloir soigner des psychopathes, ça peut contribuer à les rendre meilleurs psychopathes qu'avant. Hein? Ah là là. Comment ça marche là? On constate, par exemple, tous les gens qui travaillent dans le secteur carcéral peuvent observer que les individus qui ont une trajectoire et des comportements manipulateurs finissent au fur et à mesure des incarcérations à apprendre des modalités antisociales qu'ils développent et qu'ils multiplient au fur et à mesure du temps et ne pas les diminuer. Alors on dit parfois que la prison est l'école du crime. C'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est certainement vrai pour eux, partiellement vrai pour eux. Bien, merci. Cet échange est absolument passionnant, mais le temps passe très vite et j'imagine que vous avez des questions. Donc n'hésitez pas à vous signaler au premier rang ici, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres questions par la suite? Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a vraiment pleinement la capacité, dans la plupart des personnes, à faire la différence entre un problème émotionnel et un problème de dégénérescence mentale? Est-ce qu'on a la capacité de faire la différence? Je crois que pour moi, ça dépend de la définition, ça dépend de l'opérationnalisation qui est derrière. A priori, formulé comme ça, non. Mais je pense que si on le formule de manière plus originale, plus précise, je ne suis pas sûr que je serai dans une réponse tout à fait négative. Merci. Nous avons également Madame, là-haut, qui va poser une question. Bonjour messieurs, dames. Voilà. Au niveau génétique, est-ce qu'il y a une similitude des génomes des psychopathes? Est-ce qu'il y a Une similitude? Est-ce que le génome des psychopathes partage des caractéristiques? Est-ce qu'on retrouve certaines particularités génétiques chez les psychopathes? A priori, non. A priori, non. Il y a quand même néanmoins certaines dimensions de la psychopathie dont on pense qu'elles sont potentiellement plus héritées, et ces particularités renvoient principalement au fonctionnement narcissique. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une... Oui, attendez, je viens vers vous, ce sera plus rapide. Oui, est-ce que ça a déjà été le cas que des psychopathes ont été soignés complètement, alors soit par médicaments ou autre? Je n'ai pas bien entendu la question. Est-ce qu'on a déjà soigné des psychopathes complètement, que ce soit par un traitement médicamenteux ou autre? Ma réponse est non. Ma réponse tout simplement non, parce que l'anxiété et la dépression n'étant pas présentes, les troubles du sommeil non plus, on n'a pas de molécule qui a soigné, pas plus que je crois qu'il existe de molécules qui soignent le narcissisme, et les gens au-delà du narcissisme ne viennent jamais vous trouver en disant « je suis trop manipulateur, soignez-moi ». Ou non, ou sinon par des psychothérapies, peut-être une rééducation émotionnelle, non, il n'y a rien? La rééducation émotionnelle, de nouveau, on pourrait peut-être faire l'hypothèse qu'il y a nécessité de restructuration émotionnelle. Simplement, je pense que le grand problème chez eux, c'est qu'on n'a pas de déficit des émotions, on a des déficits de régulation des émotions, on n'a pas nécessairement de déficit de reconnaissance des émotions, mais ce qu'il y a surtout comme problème, c'est qu'on n'a pas de déficit de besoin. Ces gens n'ont pas besoin d'aide, ils ne requièrent pas de l'aide. Et lorsqu'ils demandent de l'aide, c'est la recherche de bénéfices secondaires, c'est-à-dire la libération conditionnelle, bien sûr. Merci. Nous avons une question. Bonjour, alors ma question concerne la question du rapport à la réalité qui est le leur, notamment dans les passages à l'acte. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle est altérée comme dans le cas des psychoses et que ça les rend irresponsables de leurs actes, ou il y a une vraie responsabilité de ce qu'ils font, une vraie conscience de ce qu'ils sont en train de faire? Alors c'est vraiment une question importante, difficile. Moi je pense qu'on ne peut pas incriminer des responsabilités de leurs actes, dans le sens, par exemple, que souvent, pas toujours, mais souvent les actes sont prémédités.
ils sont conscientisés, ils sont préparés, ils sont parfois planifiés, ils sont concomitants à une instrumentalisation de l'autre qui demande des facultés cognitives évidentes et une reconnaissance minimale des processus de réalité. Donc, et en plus, étant donné que la comorbidité entre la psychopathie et la psychose est quasi nulle, et que la comorbidité entre la déficience mentale et la haute psychopathie est quasi nulle, on ne peut pas invoquer une source psychotoxique d'invalidation de troubles psychiatriques. Donc pour moi, la responsabilité des actes me semble assez évidente, même si on peut souligner que l'évolution des connaissances que nous avons de ce trouble montre quand même à l'évidence quand même des dysfonctionnements sous le plan du fonctionnement cérébral centré sur l'immédiateté et la différence émotionnelle. Merci. Alors, monsieur a une question sur notre gauche. Oui. Au cours de votre exposé, donc, vous avez souligné un petit peu la différence entre la masse des sociopathes et l'infime minorité des psychopathes. Mais au sein même de la population des psychopathes, est-ce qu'il n'est pas nécessaire un petit peu de faire une distinction entre, on va dire, les psychopathes bas de gamme et les psychopathes haut de gamme? Et dans les différentes sociétés, dans l'humanité dans son ensemble, est-ce qu'il n'y a pas un problème, on va dire, d'admiration, voire d'amour pour les psychopathes haut de gamme? Parce que si je prends par exemple tous les héros des différentes mythologies, des différentes civilisations, ils correspondent très souvent au portrait de psychopathes haut de gamme qui n'ont aucun frein, qui sont des personnages d'exception, que rien n'arrête, qui n'ont peur de rien, qui n'ont aucun scrupule. Et aussi bien dans l'histoire, aussi bien dans le domaine de la politique, de l'économie et des arts, enfin, j'ai l'impression que souvent, ce qu'on désigne comme des personnages d'exception, quand on gratte un petit peu, étaient souvent de gros psychopathes, quoi. Mais des psychopathes, on va dire, haut de gamme. Merci pour votre question. On en prendra une dernière là-haut. Bon, alors, c'est un peu la lutte des classes. Hein. Non, c'était monsieur. Bon, moi je pense que, oui, je pense que ce que vous pourrez appeler les hauts de gamme correspondrait probablement au profil des individus psychopathiques hautement narcissiques qui ont des positions de responsabilité. Je ne vais pas parler par exemple politique en France. Donc, mais dans le sens que la dominance relationnelle, le charisme, la capacité à avoir du bagou, la capacité à gérer, en tout cas, des organisations, nécessitent des compétences sociales qui sont davantage plus visibles. D'accord ? Maintenant, je pense que c'est une erreur de croire que la psychopathie soit toujours associée à des hauts de gamme, parce que ça contribue notamment dans notre domaine, nous le voyons bien, à une sous-évaluation d'un certain nombre d'individus qui sont, semble-t-il, symptomatologiquement moins prestigieux, mais en tout le moins aussi dangereux. Mais vous avez raison de dire qu'il y a des sous-typologies, même parmi les scores élevés, effectivement, et que donc on pourrait faire la différence de fonctionnement mental et de fonctionnement interrelationnel, centré notamment sur les différences de dominance. C'est vrai qu'il y a une sorte d'admiration du psychopathe à travers le cinéma, par exemple, et puis ce mythe comme quoi les psychopathes sont très intelligents. Enfin, est-ce que là, il n'y a pas une sorte de délire populaire qui ne correspond pas à la réalité? Oui, moi, je crois que ça, c'est quand même une idée reçue assez importante. C'est une idée reçue et c'est toujours difficile de déconstruire les idées reçues. L'idée reçue selon laquelle les hauts scores de psychopathie sont nécessairement associés à des fonctionnements intellectuels très performants. En fait, la vérité, c'est que ces gens donnent l'illusion d'être intelligents parce qu'ils sont séducteurs et manipulateurs. Vous allez trouver que quelqu'un est plus intelligent s'il vous manipule. Par contre, si vous le manipulez, vous avez l'impression d'avoir une supériorité sur lui. Mais peut-être que ça n'a rien à voir avec le fonctionnement cognitif réellement du fonctionnement intellectuel. Donc, ils donnent une perception d'intelligence parce qu'ils sont charismatiques et dominants, ce qui ne correspond pas nécessairement à un fonctionnement mental. Mais je pense que, de nouveau, la séduction interpersonnelle, ça captive les gens, c'est charismatique, ça fascine, et donc ça attire dans une certaine mesure. Et donc je comprends quand même assez bien la question qui est ici posée, à savoir que, effectivement, la psychopathie crée des reliefs perceptifs chez les gens qui l'observent. Merci. Alors on va prendre la dernière question, monsieur. Vous avez parlé tout à l'heure d'enfants avec des terrains peut-être similaires aux psychopathes. Est-ce qu'on a déjà fait des tests, puisque le cerveau est plastique, sur ces enfants pour faire en quelque sorte une rééducation dès le début, enfin rééducation même pas, une éducation à ressentir, à devenir empathique? Alors, il y a des collègues qui travaillent sur la question de la prévention
et qui travaille en tout cas sur l'idée de pouvoir mettre à disposition de ces jeunes, en tout cas des programmes de prise en charge de type cognitivo-comportemental, centrés notamment sur l'intérêt de la reconnaissance d'autrui, de l'importance d'autrui, et notamment de la régulation des comportements, et notamment du contrôle du comportement impulsif, et notamment la question de la désinhibition comportementale. Donc les résultats préliminaires, centrés notamment à travers l'équipe du professeur Frick aux États-Unis, s'appelle Paul Frick, sont relativement encourageants dans cette perspective-là. Évidemment, ils ne sont pas spectaculaires. La question, toujours, c'est une question de proportion. Plus vous êtes haut au niveau du score, moins devez-vous vous attendre à ce qu'il y ait des changements spectaculaires. Mais ce qui est sûr, c'est que l'intervention préventive précoce offre en tout cas l'espoir d'endiguer, en tout cas d'orienter ce trouble autrement que vers une trajectoire irréversible.